Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, Michel Alex. Bonjour Germaine. Alors, bienvenue au studio Série Bailly. Michel Alex, vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui la question noire, la cause noire, au regard de ce qui a provoqué une indignation planétaire, la mort de George Floyd, ce noir américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc en pleine rue. Un acte criminel qui n'est que l'expression achevée de la haine raciale, une haine raciale qui gangrène depuis des siècles l'histoire de la société américaine. Mais cet acte n'est pas banal. Il procède d'un racisme systémique dans un pays où les inégalités sociales sont un choix politique assumé. Alors, cela dit, la vague d'indignation observée à travers le monde ne pose-t-elle pas à nouveau la sempiternelle question de la question ou de la cause noire, je dirais aussi de la place des Noirs dans ces sociétés occidentales? Tout à fait. Je pense que ça pose le problème de la race noire. Mais quand vous parlez de sempiternel, j'aime bien le mot sempiternel parce que ça traduit une idée de recommencement. Ça veut dire quoi? Un éternel recommencement. Oui, tout en nous inclinant devant ça depuis, on constate que ce n'est pas la première fois. Sempiternel, ça signifie que ça recommence. À chaque fois, il y a des cas de mort. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que les Noirs qui mouraient aux États-Unis, c'était des bavures policières. Ce n'est pas le cas. À chaque fois, ce sont des meurtres, parce que cette société est fabriquée de façon à ce que la mise à mort d'un Noir ne pose pas un problème grave. Donc, on revient sur cette question. Vous évoquez aussi l'Occident. C'est la place du Noir dans l'Occident. C'est une question qui a été traitée, moi qui aime bien les écrivains, je sais qu'il y a Isabelle Boni-Clavry, qui est de Tiasalé, qui a écrit « Trop noir pour être française ». Elle pose le problème de noir en France. Le problème du noir en France, aux États-Unis aussi, est un problème qui est beaucoup plus grave parce que ça date depuis 4 siècles quand même, 4 à 5 siècles. Depuis toujours, le noir aux États-Unis souffre de ces conditions. Mais moi, ce n'est pas cela qui me choque. Et qu'est-ce qui vous choque? C'est la place du noir chez lui. La place du noir chez lui, je vais vous raconter une anecdote qui a eu lieu à Monrovia, au Libéria, sur la terre des Noirs. Donc, un noir qui est en train de conduire a eu à heurter quelqu'un, la personne est tombée et les passagers qui sont étrangers lui demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il répond « It's just a native ». Ça veut dire c'est juste un aborigène. Ça veut dire c'est pas quelqu'un, c'est personne en fait. Cogner en Afrique, un noir, c'est cogner personne. Donc je me pose des questions sur la place de l'Africain dans son propre continent. Donc de ce point de vue-là, on ne devrait pas trop s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui concerne des Noirs aux États-Unis. Ce qui concerne des Noirs aux États-Unis, il y a des variantes. Je dis là-bas, c'est beaucoup mieux. Ça nous concerne aussi. Oui, parce que nous sommes des humains, c'est pour ça que ça nous concerne. Ça aurait été un Chinois, on serait... Moi, je pense qu'il ne faille pas attendre que ce soit un Noir, un humain qui est... Parce que c'est les conditions de sa mort. Si George Floyd meurt sur un terrain d'arrêt cardiaque, c'est dommage, mais ça ne peut pas interpeller autant. Mais le fait que ce soit un cas d'injustice, un innocent, la perte d'un innocent partout dans le monde, choque. Ici, à l'Hôtel Ivoire, il y a eu un cas en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune Ivoirien qui a eu la tête enlevée par un Français ou par un étranger devant l'Hôtel Ivoire. La tête qui a sauté. Et rien ne s'est passé après. Rien ne s'est passé, c'est ça le problème. Moi, j'estime que les actes graves qui sont posés, je n'ai pas dit qu'ils ont le droit d'être posés, mais même s'ils sont posés, moi, ce n'est pas ce que j'attends, ce sont les conséquences. Comment l'humain réagit face au travers que lui proposent d'autres humains. Il faut des réactions qui permettent d'espérer et de croire encore en l'humanité. Mais comment se fait-il aussi que dans ces sociétés-là, le noir est perçu comme un danger permanent? Un danger parce que, moi je pense que ce n'est pas parce qu'il est noir, hein. C'est parce qu'il est étranger. Dès que vous êtes étranger, je veux dire, un Chinois devant un Français, il y a toujours de la prudence. Il y a toujours de la prudence. L'étranger... Je ne suis pas certain que le policier américain réagisse de la sorte face à un étranger français. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le cas de l'histoire des États-Unis... Un étranger français qui a la peau blanche, je veux dire. L'histoire des États-Unis fait que dans la conscience du blanc, il est encore le maître du noir.
Ce n'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que le noir lui-même, des fois, se sent esclave. Lorsqu'on ne récupère pas, lorsque la société ne s'approprie pas les dangers qu'il court. Le danger qu'il est, c'est un danger pour cette société parce que la société estime qu'un noir reste esclave, alors que l'esclavage est censé avoir été aboli. C'est cela le problème. Mais je disais que chaque fois que vous êtes en face d'un étranger, il y a une réaction un peu de méfiance. Alors, il y a Dany Laferrière, de l'Académie française, qui a écrit dans l'un de ses livres, L'art presque perdu de ne rien faire, qu'il a écrit, page 118, le noir est une variété humaine qui attire les policiers des petites villes américaines, comme le miel attire l'ours. Vous qui êtes écrivain, comment réagissez-vous à cette image-là de ce policier blanc étranglant pratiquement un noir au sol et qui, en vain, criait, suppliait « je ne respire plus ». C'est dommage, mais la littérature se nourrit de ce genre de scandale. C'est dommage. En principe, on devrait éviter cela. Mais au contraire, ça vous indigne. On trempe la plume toujours dans l'indignation. Ce genre d'image-là, même si ce n'est pas à chaud quand vous n'êtes pas poète, quand vous êtes poète, c'est à chaud en général, parce que les mots arrivent, ils vous bousculent, vous écrivez. Mais quand vous êtes romancier, d'une façon ou d'une autre, cela documente votre environnement. Vous avez envie de vous en servir pour que justice soit faite. Parce qu'en réalité, on n'écrit pas pour se faire plaisir un peu. On se fait plaisir un peu, mais on a la prétention de redresser des torts, de réparer des justices, de restaurer les bêtises humaines. C'est la prétention des auteurs. Donc, malheureusement, ce genre de moments-là, ce sont des moments qui nous parlent et c'est des moments dont on s'inspire. Et vous qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai déjà pris des notes. Désormais, un genou n'est plus gratuit pour moi. Un cou non plus. Des yeux bridés ne sont plus gratuits pour moi. Désormais, pour moi, un genou au sol est davantage que le genou de Martin Luther King. Ça devient toute autre chose. Ça devient toute autre chose. C'est le genou qui écrase. Oui, mais c'est le genou aussi qui a envie de se lever. Un genou au sol, c'est un genou, c'est une posture intermédiaire. Ça me fait penser à l'homme qui marchait. Ainsi de suite, ce sont des images un peu séparées, décousues, mais qu'on arrive, grâce à la littérature, à mettre en forme. Parmi les réactions, il y a eu celle de Barack Obama. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays qui est à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous pouvons et nous devons faire mieux. C'est-à-dire que pour Barack Obama, la mort de George Floyd en 2020 n'est pas normale. Il a raison. J'arrive pas à rencontrer l'assentiment d'un tel propos juste à cause de la date 2020. Ce n'est pas en 2020 que ces choses ne sont pas normales. En 2012, elles n'étaient pas normales. En 2014, elles n'étaient pas normales. Mais en 2012, Martin est mort, un jeune noir. En 2014, Eric Garner est mort, un jeune noir. En 2014 encore, un jeune noir de 18 ans est mort de 6 balles. Michael Brown. Et je cite ces dates parce que c'est sous... Oui, tout à fait. Je cite juste ces trois cas-là parce que c'est sous le mandat de Barack Obama. Barack Obama était président et sous lui, ces jeunes-là sont morts. Sans vous cacher, on espérait quand même que Barack Obama, même s'il est président des Américains, le fait qu'il soit né en 61 et qu'il vive un peu ces conditions de noir-là, qu'il puisse, même s'il n'aurait pas les choses, mettre en marche quelque chose au niveau de la loi, au niveau de la justice, au niveau de la police, parce que la force est tellement donnée à la police qu'elle est capable d'écraser les Noirs. Vous voulez dire que Barack Obama est définitivement un espoir déçu pour les Noirs? Pas pour les Noirs, mais je n'arrive pas à m'expliquer. Mais en même temps qu'il a été élu, il n'a pas été élu pour être le président des Noirs. Mais je suis d'accord avec vous, tout comme Trump n'a pas été élu pour être le président des Blancs. Il ne faut pas poser le problème en termes de couleur. Il ne faut pas poser le problème en termes de couleur, mais je veux dire, vous me disiez tout à l'heure que quand vous êtes noir, vous sentez la condition. Ça veut dire qu'il a senti avant d'être président, cette ségrégation-là. Lorsque vous arrivez là, il ne s'agit pas pour vous de vous venger, mais vous pouvez au moins faire bouger les lignes. Parce que Barack Obama, s'il ne peut pas, lorsqu'il est président de 2008 à 2017 ou 2016, réagir, en 2020,
s'il n'a pas mis en marche un processus pour faire bouger les choses, parce qu'il arrive là, simplement parce que Rosa Parks a refusé de se lever, Martin Luther King a essayé de réagir, Malcolm X a réagi, et même Kennedy, Kennedy en 63 a réagi. Kennedy meurt, pardon, avant 63, Kennedy meurt en 63 parce qu'on sent qu'il veut proposer de meilleures conditions pour les Noirs. Mais lorsqu'il arrive, lui, c'est peut-être le couronnement, il devient président. Si le président ne peut rien faire, je pense qu'en 2020, il doit se garder d'avoir un commentaire... Mais en même temps, il est libre, il y a un citoyen libre. Il est libre, il peut intervenir, il peut prendre la parole. Il est libre de prendre la parole, mais il y a quelque chose, justement, lorsqu'il est passé ici en Afrique, je me demande si ce n'est pas cet aveu-là, s'il n'était pas en train de montrer que rien n'était possible aux États-Unis, parce qu'il est arrivé ici, il a dit aux Africains... Vous voulez parler du poids des institutions? Tout à fait. Il a dit aux Africains, ce n'est pas de président fort qu'on veut, il faut avoir des institutions fortes. Il était en train de montrer qu'il était conscient de la force des institutions aux États-Unis. Cela dit, parlant de Barack Obama, puisque vous dites ici qu'il est né pour être américain, c'est un américain davantage qu'un noir, je suis d'accord. Mais je vais vous raconter une anecdote que je tire de son livre L'audace d'espérer. J'oublie la page, mais il explique que les matins, parce que sa mère, qui est américaine blanche, était remariée à un Indonésien. Il ne vivait donc pas aux États-Unis. Sa mère le réveillait avant qu'il aille au cours, ça va donner dans les 4 heures du matin, il faisait 1 heure d'anglais qui est déparasité de l'accent noir. Sa mère ne voulait pas de quelqu'un qui parle, qui a fuck you, man, fuck you. Elle ne voulait pas de ce type d'enfant. Elle voulait d'un enfant qui parle un anglais à l'abri de reproches, un anglais qui permet de pouvoir passer tranquillement. Le langage, au-delà de la peur, le langage permet aussi, c'est un moyen d'insertion sociale. Si George Floyd n'était pas présent, mais s'il répond de cette façon, il est classé. Il n'y a pas que la peau. Le langage, c'est un instrument qui est fort. Alors, pourquoi est-ce que nous, Africains, vouloir aborder la question noire nous renvoie à chaque fois à la complexité même de notre tourment ontologique? Parce que l'histoire ne se gomme pas rapidement. L'histoire ne se gomme pas rapidement. On vous dit déjà même qu'à partir de 50 ans, après 50 ans, un homme change difficilement. Admettons que l'esclavage... Ça veut dire que ce mal est profond. Il est très profond. Il est difficile à bouger. C'est pour ça qu'il faut plusieurs mains tendues. Il faut mutualiser les compétences année après. Je vous ai parlé de Rosa Parks, Luther King, Barack Obama. Au fur et à mesure, on va y arriver. Alors, Michel Alex, on arrive à la fin de cet entretien. Comment répare-t-on l'histoire, finalement? Moi, j'ai un tout petit souci, déjà, avec quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est la façon dont on reçoit ces informations-là. Je pense qu'il y a une hyper-information qui fait que, chaque seconde, l'information arrive de façon, j'ai failli dire, malagençante, agaçante, répétitive, expéditive. Elle arrive à flot. Avec des informations en boucle. C'est la nouvelle culture de l'info aujourd'hui. Je vais aller jusqu'au bout. Elle arrive en boucle. L'information arrive en boucle. On n'a pas le temps de respirer, de digérer. Et vous savez que la télévision, par exemple, ne citer que cela... C'est un média chaud. C'est un média très chaud. Et la télévision mâche vraiment pour vous le travail. Si vous faites 1 heure, ne serait-ce que lorsque, je prends le cas de George Floyd, 1 heure, vous avez George Floyd, vous changez de chaîne. À chaque fois, vous entendez George Floyd. Vous n'avez que ça. Vous n'avez que ça. Et puis il y a aujourd'hui Internet. Hein. Oui, il y a aujourd'hui Internet. Donc partout où vous avez de l'information, vous allez avoir la même information puisque c'est la course au scoop. Quand le Covid était arrivé, c'était que le Covid. Là, vous avez George Floyd, c'est que George Floyd. Mais quand on vous sert que du George Floyd, ça vous prédispose. Mais bien sûr. Et ceux qui vous servent, moi je parle du travail de la presse. Aujourd'hui, vous savez que la presse écrite est en berne. La presse télévisuelle a des difficultés. Oui, ma question, je vais répondre à votre question. Vous dites comment on répare l'histoire. Vous êtes dans le passé. Le présent permet de réparer l'histoire. Et le présent se joue. Il y a un racisme, je vais dire médiatique. Il y a un lynchage médiatique, culturel qui est devenu gênant, qui est devenu très très gênant. Lequel? Je veux dire quoi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé, par exemple, les médias. L'image qu'on voit de ce jeune homme-là, qui est couché, de ce monsieur qui est couché, c'est une image faite par un amateur, je veux dire.
C'est bien si on est content qu'il ait permis de... Je vais finir. Si on est content qu'il ait fini de montrer cette image-là, mais le journaliste, lui, traite l'information, ce que ne fait pas le citoyen lambda. Donc vous voulez dire qu'il ne fallait pas montrer ça? Mais si vous me laissez finir, je vais expliquer. D'accord. Lorsque l'image arrive, que c'est une image d'amateur qui ne tient pas compte du traitement, il y a le plongé, contre-plongé, on ne balance pas les images comme ça, n'importe comment. La violence de ces images-là, je suis sûr qu'elle en rajoute à la réalité. Surtout quand elles passent en boucle sans traitement. Aujourd'hui, c'est la course au scoop. Lorsqu'on ne peut pas faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Après, on invite sur des plateaux des spécialistes de racisme, qui, pour pouvoir battre les autres médias, amplifient la réalité est déformée, transformée. Je ne dis pas qu'il n'est pas moi, je ne dis pas qu'on ne l'a pas tué, mais tous ces plans, toutes ces façons de pouvoir faire de la surenchère, j'estime que c'est nauséabond, c'est assez nauséabond. Je vous donne un dernier élément. Actuellement, on est en train de doublonner un peu partout des statues. Vous êtes assis à la maison, en 1 minute, on vous montre 5 parties du monde où des statues sont en train de doublonner. Mais c'est peut-être la conséquence d'une prise de conscience aussi. Je parle de la presse. Ouais. Dakar, Tokyo, on vous balance en 1 minute. Quand vous êtes assis à la maison, vous pensez que ces informations se passent au bon moment. Non. Il y a des développements qui sont plus vieux. Mais l'intérêt du média ici, c'est de faire du sensationnel. Ce qui fait qu'on ne digère pas bien ce qui se passe. Vous ne répondez toujours pas à ma question. Si je réponds à votre question, il faut consommer mieux ce qui se passe. Il faut, au-delà des médias chauds, quand on a un événement, il faut lire, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut lire, en plus de la télé, il faut lire. Il faut aussi chercher à lire au-delà des médias des livres sur ce qui s'est passé avant, sur le racisme. Il faut aller interroger l'histoire et seulement maintenant vous pouvez aller de l'avant. Mais si on est toujours là à vouloir réparer l'histoire en ayant la tête dans le guidon et en fonçant sur l'actualité chaude, on va se brûler les ailes. On va se brûler les ailes. Et c'est ce qui nous arrive. De vouloir traiter George Floyd à fond, non, c'est regrettable. Il faut prendre le temps d'interroger l'histoire au lieu de pouvoir accuser l'histoire. Il faut l'interroger, il faut questionner l'histoire, il faut questionner le présent pour pouvoir affronter demain. C'est-à-dire que se pencher sur le présent, sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. C'est un bon petit résumé de ce que vous venez de dire. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Je vous en prie, c'est moi.